Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la Nouvelle-Calédonie et les disciplines académiques. L'archéologie en Océanie. Quels objectifs, quelle méthodologie de terrain, quel rendu en pays calédonien? Christophe Sand. Introduction. L'archéologie, cette science humaine qui fouille les poubelles de l'histoire en creusant le sol à la recherche des traces et objets laissés par les générations qui nous ont précédés, n'a véritablement débuté en Mélanésie qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Sand et al. 2007a. Les gros programmes avec financement lourd restent en ce début du XXIe siècle essentiellement organisés et publiés par des chercheurs extérieurs, la douzaine d'archéologues mélanésiens en poste étant principalement confinés à un rôle d'organisateur et de participants lors de la phase de terrain ainsi qu'au travail de laboratoire. Dans ce contexte régional, la Nouvelle-Calédonie fait depuis maintenant plus de 25 ans office de lieu d'expérimentation d'une démarche de décolonisation, du cadre de la recherche archéologique, les autorités locales ayant permis de se créer une équipe pluriethnique composée à 100% de citoyens calédoniens. Cette équipe a mis en place une méthodologie de terrain souhaitant répondre de façon directe d'une part aux spécificités culturelles calédoniennes en matière d'approche du passé, et d'autre part favorisant une valorisation de la longue histoire du pays dans la perspective d'un destin commun, Sand, 2000. Ce chapitre propose d'esquisser dans une première partie le contexte colonial de l'archéologie, avant de décrire les nouvelles procédures mises en place par l'équipe calédonienne au début des années 1990 ainsi que les principaux résultats obtenus par cette approche. Ceci permettra dans la partie d'analyse d'identifier les divergences persistantes présentes dans le rapport qu'entretiennent les différentes composantes de la société calédonienne au passé, avant de questionner les perspectives d'avenir. Historique de la recherche archéologique calédonienne. Il n'est pas possible de comprendre les enjeux anciens et actuels autour de la recherche archéologique, s'il n'est pas rappelé dès le départ que cette science n'est apparue qu'au XIXe siècle, en lien direct avec l'émergence des États-nations en Occident, Gellner, 1989, Cole, 1998. Probablement plus que toute autre science humaine, l'archéologie a dans son ADN une composante politique, car les financeurs lui ont donné durant longtemps pour objectif principal de reconstituer et de structurer un discours officiel sur le passé, dans le cadre de la définition d'un peuple et d'un pays pour les grandes nations européennes en cours de formation, Foster, 1991, Anderson, 1996, Diaz-Andreu, 2001. Si l'archéologie dans les petites colonies éloignées a été durant longtemps un hobby d'amateur, cette composante politique n'en a pas moins marqué les analyses et conclusions proposées. La Calédonie est un exemple emblématique de cette prévalence du politique dans l'analyse des données archéologiques, Sand et al. 2011a. Le découvreur des pétroglyphes calédoniens, un administrateur du bagne nommé Gustave Glomont, a pu envisager dans ses écrits des années 1870 à 1880 un lien entre les plus anciennes traditions culturelles découvertes dans ces fouilles et les groupes indigènes de la Grande Terre, Glomont 1888. Moins de 20 ans plus tard, le receveur des postes Marius Archambault imposait pourtant pour longtemps sa marque sur le passé calédonien, en affirmant que l'on se trouve conduit à attribuer les mégalithes, les pétroglyphes NDR calédoniens à une race qui aurait occupé l'île avant les Kanaks actuels. Archambault 1901 page 266. Ceux-ci prenaient la place de derniers arrivants préhistoriques dans la théorie de succession de races, proposée par Archambault, accusés d'être responsables de la disparition de cultures florissantes plus anciennes. En clair, ils n'avaient pas de légitimité historique à revendiquer plus que les colonisateurs français un quelconque véritable droit ancestral sur la terre, ces derniers étant à leur avantage responsables du retour de la civilisation. Au milieu du XXe siècle, le géologue Jacques Avia bouclait la boucle de la théorie des races en affirmant que la migration ayant produit les poteries lapita et les pétroglyphes correspondrait à une ou plusieurs migrations probablement blanches au départ, apparentées d'une façon assez lointaine mais certaine aux populations néolithiques de l'Asie centrale, du Caucase et de l'Europe. Avia 1949 page 48-49. Les plus anciens occupants du pays calédonien auraient donc été blancs, avant d'être éliminés par des Noirs papous, ancêtres de Kanaks. Si quelqu'un pouvait revendiquer un droit ancestral, c'étaient les Français.
Ce sont ces théories archéologiques, Avia, 1953, qui ont été enseignées à plusieurs générations de Caldoches, popularisées dans les années 1970 par les livres de Bernard Brou, 1977. Sans surprise, l'élite kanak politisée a à partir de la même époque, rejeté en bloc ces hypothèses simplistes, en inversant à 180 degrés le discours historique, pour affirmer le droit monolithique autochtone du premier occupant. Le développement de la revendication d'indépendance kanak s'est fait en s'appuyant sur un discours ethno-culturel articulé autour de l'idée d'un « âge d'or » précolonial, reposant d'une part sur une appropriation de la vision synchronique de la société traditionnelle produite par les ethnologues, d'autre part sur un rejet de la notion même d'histoire. De 1999, et donc de son corollaire d'études précoloniales, l'archéologie. De la publication de la frise historique Contribution à l'histoire du pays kanak par les éditions Edipop, collectif, 1984, à la scénographie du musée de la Nouvelle-Calédonie conceptualisée sous le contrôle de J. Djibaou en 1983, les notions de temps autant que de récits événementiels sont absentes pour les périodes pré-contact et traditionnelles, la période coloniale étant, elle, structurée à travers une approche de résistance. Durant cette décennie de création politique de la notion de peuple kanak, même la chronologie archéologique s'est retrouvée amalgamée en un seul ensemble, comme l'illustre la définition de poteries lapita comme des poteries kanak, Galipeau, 1984. Au sortir de la guerre civile du milieu des années 1980, les événements, l'archipel calédonien s'est trouvé à gérer de façon décentralisée ses lieux historiques, la compétence juridique en matière de culture et de patrimoine étant transférée aux provinces. Le risque d'un développement progressif de 3 narrations du passé nous a incités à ce moment-là avec E. Casarerou, directeur du musée de la Nouvelle-Calédonie, à plaider pour une unité de la recherche archéologique au niveau du pays. Cette démarche, financée dans un premier temps par l'État français avant de progressivement voir s'impliquer la Nouvelle-Calédonie et les provinces, a permis la création d'un département archéologie au musée territorial de la Nouvelle-Calédonie, transformé au bout de près de 20 ans en Institut d'archéologie IANCP, Centre des Halles, 2008A. L'équipe de départ, composée de André John Wecho originaire de Yaté, Jacques Bollet originaire de Lifou et l'auteur de cet article originaire de Bourail et Nouméa, a décidé de modifier l'approche classique développée jusque-là par les archéologues extérieurs ayant travaillé sur l'archipel. Le cœur de cette réflexion reposait sur une démarche d'archéologie militante, intimement liée à notre conviction que la seule manière de réconcilier les deux légitimités historiques en conflit sur la terre calédonienne était de disposer d'une trame historique sur le temps long, apaisant les blessures du passé sans les nier mais en les mettant en perspective, en contribuant à offrir à chaque communauté un discours positif sur ses racines. Centre des Halles, 2003A. Quand on parle d'une succession de 120 générations, l'archéologie est la seule science utilisable pour cette tâche. Approche océanienne du temps. Pour tous les Océaniens, le passé est le temps des ancêtres. Ce temps se structure fondamentalement à partir d'une approche basée sur la succession des générations, dans un comptage généalogique, Guiard, 1963-1992. Ce canevas de base sert de support à la récitation d'événements historiques, allant du déplacement des clans à travers un espace géographique aux guerres entre chefferies. D'autres récits de structure plus mythologique forment un autre niveau temporel, non chronologique, Mété 1988, Pidgeot 2003. Ces mythes sont chargés de rappeler les configurations de base de la société autant que des lieux, et leur raison d'être. Qu'elles soient temporelles ou mythologiques, les narrations des traditions orales sont traversées par des éléments ou des forces surnaturelles, liées aux ancêtres et ou à la nature, le pouvoir étant commandé en Océanie par le contrôle de puissances invisibles. Il découle de cette approche du monde, résumée ici de façon plus que synthétique et caricaturale, que visible et invisible sont dans le Pacifique deux faces d'une même réalité politique et sociale, engendrant que tout discours sur le passé est avant tout construit pour servir les légitimités du présent et préparer des revendications à venir. Conceptuellement, si on veut bien la prendre en compte, cette approche océanienne de la finalité de la narration du passé et de l'espace géographique associé,
impacte de façon énorme sur toute recherche archéologique. En effet, le fait de gommer la coupure créée par le discours cartésien des Lumières entre passé, présent et futur, transforme dans un contexte de décolonisation, et ce mot est important à prendre en considération, des objets archéologiques en être. Un squelette humain n'est alors plus un ensemble d'ossements, mais une personne potentiellement dotée de pouvoir. Un lieu ancien d'occupation n'est pas un point géographique neutre, mais un espace où les vieux ont fait des choses qui continuent à être en action. Des objets fragmentés comme des tessons de poterie découverts dans le sol ont vocation à être chargés d'une puissance symbolique, les transformant en éléments vivants. Rechercher des sites anciens dans le cadre d'inventaires archéologiques, explorer des lieux particuliers comme les cimetières ou des espaces de rituels, fouiller le sol pour remonter le temps, toutes ces actions à la base de la recherche archéologique prennent dans le contexte océanien un caractère particulier. Ceci oblige à être conscient qu'au-delà du respect des règles de propriété familiale ou clanique liées au sol, sans parler des autorisations délivrées par les administrations, les forces invisibles soient prises en compte, Djibaou 2014. Concrètement, ceci nécessite de s'être assuré de l'accord coutumier avant tout démarrage d'un programme de terrain. Si le lien particulier aux matériaux et traces du passé est pour nous un élément vital à prendre en compte aujourd'hui par les archéologues travaillant en Calédonie dans leur démarche de terrain, il est indispensable de développer l'analyse du deuxième élément spécifique d'approche, plus complexe, celui du rôle donné au discours qui est délivré sur le passé dans les sociétés océaniennes. En créant la science archéologique, l'Occident a voulu se débarrasser de son cadre historique accolé à la religion chrétienne, construit durant près de 2 millénaires autour du livre sacré, la Bible. Mais cette approche froide, linéaire, mathématique et scientifique du passé, se confronte avec les fondamentaux de toutes les sociétés humaines construites et organisées depuis la nuit des temps sur ce qui est défini comme des mythes fondateurs, Hobsbawm et Ranger 1983, Kiesing 1989. Suivant les lieux, les racines et les traditions, ces mythes fondateurs ont pris des formes très diverses. Dans un paradoxe intéressant, même les États-nations modernes se sont construits sur un socle mythique, allant de nos ancêtres les Gaulois de Vercingétorix au père fondateur du Mayflower de l'Amérique, sans qu'à aucun moment, la vérité archéologique ou historique ne soit vraiment recherchée. Monsieur Djibaou l'avait bien compris en allant puiser il y a 40 ans dans les traditions orales anciennes un socle à partir du symbole unificateur bien que problématique de Tikanake, pour conceptualiser un mythe d'origine, permettant de porter les racines du peuple kanak. Le discours créé de toutes pièces à l'époque de Mélanésia 2000 par Djibaou et Missot 1976, ne peut pas être séparé de sa démarche politique, ayant pour objectif la mise en place d'un État-nation moderne ethno-défini. Tant que l'objectif souhaité d'indépendance unitaire kanak n'est pas atteint, la démarche archéologique scientifique, basée sur la définition d'une chronologie du temps long et cherchant à identifier des évolutions, des transformations et des dynamiques culturelles nouvelles au cours du temps, peut apparaître hors de propos car contraire aux besoins d'unité. A contrario, si l'objectif politique fixé est de réconcilier les populations d'un pays en devenir avec leur passé dans une perspective de destin commun, l'archéologie se trouve propulsée en première ligne, Sand et al. 2011b. En effet, elle est la seule à pouvoir produire un discours chronologiquement complet autant que potentiellement valorisant et rassembleur sur l'histoire. Celui-ci est de nature à rappeler que toute société évolue au cours du temps, que les sociétés anciennes l'ont fait depuis toujours et que l'épisode douloureux de la période coloniale en pays calédonien n'est qu'un moment dans une trajectoire multimillénaire dynamique, elle-même tumultueuse, marquée autant par des adaptations et inventions de nouveaux concepts culturels que par une capacité de résilience au changement. Sand et al. 2000. Méthodologie de terrain et objectifs scientifiques des archéologues calédoniens. Décoloniser. Dans le contexte calédonien post-guerre civile des années 1980, une science par essence construite par un modèle de société à vocation mondialisée peut paraître une gageure. La démarche entamée par les archéologues calédoniens est d'ailleurs vue par certains comme un trompe-l'œil. L'idée au cœur de notre réflexion a pourtant été ancrée dès l'origine dans la complexité du monde calédonien, avec le souhait de contribuer à notre niveau, à apaiser les traumatismes multiples, au pays du non-dit, Barbançon 1992.
Le maître mot ici a probablement été « respect ». Respect pour les clans et les chefferies, qui ont toujours le dernier mot dans la décision de réaliser un programme archéologique, en laissant aux gens de l'endroit le temps pour prendre leur décision finale. Respect pour les morts, qui ne sont pas approchés comme des faits archéologiques mais comme des ancêtres. Respect pour les autres Calédoniens, dont la perspective culturelle et l'histoire n'ont pas de raison d'être minimisées. Respect enfin pour la population calédonienne dans son ensemble, à qui nous tentons année après année, programme après programme, de rendre les résultats de nos découvertes. Concrètement, tout ceci passe par un processus initial parfois long de plusieurs années de demandes coutumières, en suivant les chemins souvent complexes du lien à la terre et de la hiérarchie visible et cachée. Sur le terrain, cela signifie également suivre les instructions des propriétaires terriens quant au droit d'accès restreint à certains sites et de fouilles uniquement dans les lieux autorisés. Les découvertes de sépultures donnent lieu à une demande spécifique d'autorisation de dégagement, et dans l'immense majorité des cas où la fouille a lieu, à un résenterrement sur le lieu de sépulture d'origine, sans déplacement des ossements. Sand, 2015. Après étude des découvertes en laboratoire, les résultats sont dans la majorité des cas présentés en tribu ou en mairie, avec pour objectif de rapporter l'information aux gens concernés. Pour le grand public ont été publiées des plaquettes de synthèse avec texte simple et photos, afin que la population calédonienne puisse plus largement s'approprier les découvertes archéologiques. Sand, 1997A, 1999A, 2016 Bedford et al., 2010 Sand et al., 1998, 2013 2016A. Décoloniser, l'archéologie voulait également dire reformuler les questionnements. L'archéologie océanienne a depuis sa mise en place été obsédée par la question des origines des peuples du Pacifique et plus particulièrement des Polynésiens. Gifford, 1951, Golson, 1959. En Nouvelle-Calédonie, ceci s'est traduit par une focalisation quasi exclusive des premières générations d'archéologues extérieurs sur la période Lapita et les évolutions des formes des poteries. Ex. Green et Mitchell, 1983, Galipo, 1992. Nous avons renversé la problématique, en nous fixant comme objectif de suivre le sens des généalogies et de remonter le temps jusqu'à la première arrivée Lapita il y a 3000 ans, afin de donner un cadre chronologique à la société traditionnelle kanak caractérisée par les travaux ethnographiques, en identifiant en particulier les dynamiques d'évolution au cours du temps. Sand, 1995 Sand et al., 2003b. Ceci nécessitait entre autres de réaliser pour la première fois une archéologie des terroirs kanak, en inventoriant les anciens hameaux, en fouillant et datant les tertres surélevés de cases, en cartographiant les taraudières et les anciens ensembles de billons d'igname abandonnés. Sand, 2002A, 2012 Sand et al., 2016b. Mais focaliser uniquement sur l'espace kanak sans prendre en compte la part d'histoire coloniale, aurait signifié ne pas véritablement contribuer à l'objectif du destin commun. En conséquence, nous avons également effectué des programmes de fouilles sur des bâtiments du bagne, sur les premiers temples et églises, sur les installations rurales ou militaires du XIXe siècle. Sand et al., 2007b. Les résultats obtenus permettent une synthèse holistique de l'histoire du pays, focalisée sur les dynamiques culturelles, les adaptations et enracinements, les évolutions dans l'occupation de l'espace au cours du temps et les apports réguliers de groupes extérieurs, dans une vision du temps long de Bourdieu, 2012. Synopsis de la chronologie culturelle du pays calédonien. Résumer 120 générations d'histoire en 4 paragraphes est à la limite du ridicule, mais l'exercice permet de faire ressortir les éléments majeurs de cette approche holistique. Sand, 2009. La première pirogue austronésienne a abordé les îles Loyauté et la Grande Terre il y a un peu plus de 3000 ans, portant des hommes et des femmes de culture Lapita. Sand, 2010. D'autres pirogues sont arrivées du nord au cours des générations suivantes, les familles s'enracinant à leur nouveau terroir, au point de faire évoluer au bout d'une dizaine de générations leurs traditions culturelles, débutant d'un processus d'autochtonisation progressive que l'on voit se renforcer sur plus d'un millénaire. Cette période se caractérise par des transformations régionales divergentes des formes des poteries et des haches, en parallèle à l'installation de groupes jusqu'au fond des vallées, nécessitant de brûler les espaces de forêt. Sand, 2002b,
et entraînant la disparition de toute une partie de la mégafaune locale, Ballwey et Olson, 1989, Worthy et al., 2016. Si durant les 50 premières générations, les groupes issus du premier peuplement installés sur les différentes îles ont des relations régulières à longue distance entre eux, le premier millénaire après JC est marqué par une phase de repli, avec en particulier une absence de réels échanges entre les îles Loyauté et la Grande Terre. Cette période voit l'édification de constructions mégalithiques aux îles Sand, 1996, alors que sur la Grande Terre l'impact humain sur l'environnement écologique entraîne l'épuisement de certains sols et l'abandon de terroirs. Les tensions sur le foncier, si elles apparaissent engendrer des déplacements de groupes et probablement des périodes longues de conflits, permettent également l'émergence de nouvelles techniques horticoles, les paysans comprenant que le problème majeur est que les techniques de brûlis issues de la tradition de premier peuplement ne sont plus adaptées à une population devenue nombreuse et qui épuise ses sols. Le basculement généralisé vers une horticulture intensifiée au tournant du deuxième millénaire après JC, avec en particulier la construction de terrasses en eau à flanc de collines pour la plantation de taro et de hauts et longs billons artificiels surélevés secs pour la plantation des ignames, Sand et al., 2014, marque l'avènement de l'ensemble culturel traditionnel kanak, Sand et al., 2014. L'intensification horticole entraîne la sédentarisation finale des groupes, qui elle-même engendre une complexification des hiérarchies politiques et sociales. La protection des ensembles horticoles fragiles oblige à mettre en place des mécanismes de résolution des conflits évitant les destructions, se traduisant par la création de multiples réseaux de solidarité et de mariage entre entités politiques potentiellement antagonistes. Ces réseaux s'appuient symboliquement sur des échanges d'objets créés spécialement pour ce rôle à ce moment-là de la chronologie, comme la hache ostensoir et la monnaie kanak à pendeloque de coquillage. Le développement progressif de grands ensembles horticoles et de multiples hameaux de dizaines de cases alignées sur des tertres artificiels, Sand, 1997b, segmente l'espace des vallées en autant d'ensembles politiques à différents niveaux, Guillot et Forestier 1998, regroupés en une série de pays kanak structurés en grandes chefferies complexes. Ces dynamiques politiques en réseau permettent l'accueil d'étrangers, que ce soit les Polynésiens ou des familles du réseau Xetiwan originaires du Vanuatu Sand, 1995. Le premier contact avec James Cook en 1774 doit être replacé dans ce contexte culturel d'un archipel parcouru de chemins d'alliance et composé de terroirs denses. Sans surprise, dès que les Kanaks ont accès à des objets nouveaux comme le verre, le métal, les pipes ou les tissus, obtenus de ces pirogues sans balancier qui apparaissaient sans prévenir à l'horizon, ils les échangent jusqu'au fond des vallées. Mais comme partout ailleurs dans le Pacifique, les décennies qui suivent le premier contact avec les Européens voient aussi se développer les premières épidémies liées à l'introduction de nouveaux virus et bacilles comme la grippe, la tuberculose ou la rougeole, qui engendrent un début de chute de la population kanak, provoquant des déstructurations politiques et sociales dans le fonctionnement traditionnel, Sand et al., 2007c. Le processus colonial français de la deuxième moitié du XIXe siècle se construit sans réelle prise en considération du drame démographique en cours, en y ajoutant un autre drame, celui de fonder une société coloniale de petits paysans en s'appuyant sur une immigration forcée de bagnards arrivés les chaînes aux pieds, Barbançon 2003, avant d'introduire une main-d'œuvre asiatique employée dans des conditions de semi-esclavage, de Decker, 1994, Muljono Larue et Larue, 1994, Van May, 1994, puis polynésienne après la Deuxième Guerre mondiale. Si durant la période coloniale, marquée par les spoliations foncières des terres autochtones pour y installer des colons libres ou bagnards au sol, 1979, Nepel, 1998, ce pays sans histoire n'a comme récit qu'une hagiographie de l'installation française, le processus d'autonomie politique, revendiqué par ceux qu'on nomme alors pas encore les Caldoches, se construit dès les années 1950 sur L'. Objectif de créer le peuple calédonien, avec comme base idéologique assumée, l'effacement du passé, jugé trop rempli de souffrances dans chaque communauté. Au pays du non-dit, où l'État finit par supprimer l'autonomie interne après la guerre d'Algérie, la revendication historique, culturelle et politique kanak à partir de la fin des années 1960, Chapelle, 2013, est perçue par les autres communautés comme un réveil de mémoire de malheur qui aurait dû rester enfoui à tout jamais.
L'affirmation du droit premier autochtone, construit sur l'idée d'un âge d'or kanak ancien sans notion de temps et la définition d'un peuple kanak éternel et souverain, dans un processus qualifié de façon péjorative par certains anthropologues d'invention des traditions. Babadzan 1999, Douer Marsodon 2002, Friedman 1992, Hanson 1989, Keesing 1989, crée une fracture dans la population du pays, le passé devenant le support de deux légitimités historiques qui vont finir par l'affronter dans la guerre civile des années 1980 ou dans 2014. Analyse, les blocages persistants. Il n'y a pas la place ici pour rappeler combien le pays calédonien a changé de façon méconnaissable depuis 1988, avec pour objectif de placer le kanak au centre du dispositif, à travers la décentralisation provinciale, la création de l'Agence de développement de la culture kanak, l'échange des massifs miniers, etc. Mais 30 ans après la fin de la guerre civile, marquée par un développement économique massif, force est de constater la persistance d'un antagonisme primaire entre deux approches du passé. Si la période des accords a vu se fracturer le pays du non-dit, des communautés asiatiques, polynésiennes et une partie de l'ensemble caldoche, on ne peut que souligner que la société kanak continue à clairement percevoir qu'il y a un danger à mettre au grand jour les histoires traditionnelles des pays kanak anciens, au risque de réveiller des conflits toujours mémorisés entre familles, clans et chefferies. Le choix sémantique fait par les décideurs kanak s'est borné à poursuivre la structuration d'un discours historique de résistance et de résilience du peuple autochtone au pouvoir colonial français, qui continue à tenir lieu aujourd'hui de cadre d'analyse officielle. Concrètement, ceci aboutit à une approche bipartite du temps, qui débute par une forme de temps du rêve ancestral régi par les mythes et les histoires de déplacement de clans, avant le temps de la résistance à l'oppression coloniale, Sénat coutumier 2014. Les résultats archéologiques obtenus au cours des dernières décennies sur le pays n'ont pas leur place dans cette structuration, aboutissant à voir par exemple le Sénat coutumier vieillir de plus de 1000 ans, 40 générations, la date de premier peuplement de l'archipel dans la Charte du peuple kanak, publiée en 2016, Sénat coutumier 2014 page 3, 14 et 20, avant de définir un espace irrémédiablement figé où la légitimité coutumière s'exerce sans discontinuité depuis 4000 ans sur l'ensemble du pays, Sénat coutumier, 2014 page 20. Mais les résultats archéologiques ne sont pas plus acceptés par une partie des non-kanaks, qui continuent à questionner la réalité historique de la notion de premier occupant, tout en ayant une vision négative des caractéristiques traditionnelles kanak. Ils ont de plus la conviction que l'implantation française à laquelle ont participé leurs ancêtres a apporté le progrès. Ils perçoivent le rejet de cet apport dans les discours kanak contemporains comme une négation de leur propre existence. J'ai volontairement choisi ces deux exemples antagonistes pour souligner que le fossé entre deux perceptions de la même histoire continue en 2018 à être réel dans la société pluriculturelle calédonienne. Le nier reviendrait à refuser de voir à quel point la notion du destin commun est fragile tant que n'est pas actée dans les faits une approche partagée du passé par les décideurs politiques du pays. Paradoxalement, l'école primaire et secondaire autant que l'université enseignent depuis le début des années 1990 à tous les enfants du pays calédonien une histoire partagée, collectif, 1992. Mais celle-ci continue à rester artificielle, certains diront coloniale, d'Alem 1997, car elle n'est pas appropriée par les adultes et dans les faits par la classe politique. Les jeunes Calédoniens de toute origine se retrouvent alors à gérer une contradiction quasi névrotique entre deux discours sur un même passé qui est le leur. L'un unificateur et dépassionné à l'école, produit entre autres par l'archéologie, et l'autre politiquement orienté et ethniquement clivé dans leur communauté d'appartenance. Dans leur volonté de création d'un destin commun, les décideurs calédoniens ont en effet oublié que toute mise en place d'un processus d'émancipation unitaire, que ce soit sous forme d'État-nation ou autre, passe par une étape incontournable, celle de la définition d'un mythe d'origine unificateur Sandéal, 2008b. Les décideurs kanaks se sont accrochés collectivement depuis 40 ans à la figure controversée de Tikanaké utilisée par J. Jibaou,
Les Caldoches ont défini leur héros culturel sous l'image du pionnier courageux. Les Wallisiens ont récemment structuré le symbole de Tavaka, Droemanufka Yeal, 2009. Ce faisant, chacun se retrouve piégé par le caractère communautaire de son mythe d'origine, tout en étant terrorisé à l'idée de perdre son identité dans un partage de symboles et de mythes unificateurs, convaincu que ce processus dissoudra sa spécificité culturelle dans une unité supraethnique. Conclusion. Cet ouvrage a pour titre « L'imagination intellectuelle » dans le contexte calédonien. J'ai tenté à partir de ce thème de montrer que le passé en Océanie, et plus largement à travers les sociétés humaines, a avant tout pour rôle de servir le présent et l'avenir. Si l'indépendance kanak avait été obtenue dans les années 1980, jamais le processus archéologique des 30 dernières années que j'ai synthétisé ici n'aurait eu lieu, car les objectifs qui auraient pu être donnés aux archéologues calédoniens auraient été différents. Si par nature le passé divise les communautés en rappelant les conflits, les déchirures... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.